Je voulais aborder dans Punchline avec vous, dans ce studio, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Gilles Maintré, Moscou ne juge pas sérieux le plan de paix proposé par l'Italie. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui, Sergueï Lavrov. Ce plan de paix proposé par l'Italie suggère que la Crimée, déjà annexée par la Russie depuis 2014, et le Donbass, où les combats font rage actuellement, soient autonomes, mais sous souveraineté ukrainienne. J'ai envie de dire, rien de surprenant à ce que la Russie refuse ce plan. Non, rien de surprenant parce que pour l'instant, la Russie est concentrée dans une contre-offensive dans le Donbass qui malheureusement progresse en ce moment, jour après jour. On sait qu'aujourd'hui, ils sont autour de Severodonetsk, dont on avait déjà dit sur ce plateau que ce serait malheureusement peut-être le prochain Mariupol. C'est en train de le devenir. Quel est le symbole de cette ville Severodonetsk par rapport à Mariupol, par exemple, qui était une ville clé dans le sud-est? Là, qu'est-ce qu'elle représente finalement comme symbole, cette ville? C'est une des principales villes du Donbass, c'est une des villes clés pour ensuite permettre le déploiement sur le reste du territoire. C'est une ville de plus de 100 000 habitants, c'est un grand nœud. Et les Russes adoptent la même tactique qu'à Mariupol, de bombardements systématiques. On est même presque en train de revivre la même chose, puisque des civils se sont réfugiés dans un grand complexe industriel qui s'appelle Azot. Alors, je ne sais pas si on va revenir sur une même situation avec une ville assiégée et on voit les mêmes des militaires retranchés on voit les mêmes tactiques, la même barbarie et les mêmes souffrances se reproduire. Alors, pour revenir sur le plan de paix, donc pas étonnant que les Russes, à ce stade, l'écartent. Maintenant, sur le fond, il faut se souvenir que juste avant Boutcha, juste avant la visite de Biden en Pologne, lorsqu'il y avait encore des discussions directes physiques entre les Russes et les Ukrainiens, il y avait eu un accord sur 5 des 6 points de la négociation, et les Russes, semble-t-il, ça n'avait pas été confirmé, étaient prêts à envisager que tout en restant sous souveraineté ukrainienne, il y ait des règlements de long terme sur le Donbass et sur la Crimée. Et il ne pourra de toute façon y avoir de règlement que sur ces paramètres-là. L'Ukraine ne pourra pas accepter que son intégrité territoriale ne soit violée. Bien sûr que ça sera en contrepartie sans doute d'autonomie, c'est ces points-là qui doivent être discutés. Je vous rappelle que Zelensky avait dit que le plan de paix serait, s'il y en avait un, serait soumis à référendum. On n'imagine pas comment des Ukrainiens, après 3 mois, et on n'en est qu'à 3 mois, d'une guerre, d'une barbarie, chacun ayant perdu une femme, un fils, un père, accepteront un démembrement de l'Ukraine. Maintenant, l'Italie a quand même eu le mérite de mettre ce plan de paix sur la table. C'est quand même extraordinaire qu'il ait fallu attendre 3 mois pour qu'un pays européen, d'ailleurs agissant de manière isolée, puisqu'il n'y avait pas d'accord entre les Européens, prenne sur lui de mettre ce plan de paix sur la table. Jusqu'à là, il n'y avait eu que les Turcs qui avaient pris sur eux de jouer ce rôle de médiateur. Or, ce n'est pas illusoire que de vouloir encore mettre des plans de paix sur la table? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux armer encore davantage l'Ukraine, comme le demande son président Volodymyr Zelensky? C'est pas l'un ou l'autre. Il faut évidemment continuer à soutenir l'Ukraine, armer l'Ukraine, et par ailleurs aider à ce qu'il y ait un plan de sortie de cette guerre. Est-ce que c'est pas contradictoire que de livrer des armes et de proposer un plan de paix derrière? Non, c'est pas du tout. Puisque bien sûr, il va falloir trouver les conditions dans lesquelles, à un moment, cette guerre va s'arrêter. Parce que dire que l'Ukraine va gagner, c'est-à-dire qu'effectivement, elle va maintenir la souveraineté de son territoire. Mais de penser qu'on va pouvoir, dans un délai court, arriver à une défaite des Russes ou dans l'idéologie des Russes, une défaite des Ukrainiens, tout ça est illusoire. Il y a un équilibre de force qui est sur le terrain. On voit que les choses bougent moins. Elles continuent à bouger, mais elles bougent moins. Et il y a un moment où, sans doute, soit on basculera dans une guerre gelée, très longue, avec aucun règlement, et chacun campera sur ses positions, ce qui s'est passé dans le Donbass depuis 2014. Et aucune évolution, et ça c'est au détriment principalement de l'Ukraine, de la Russie aussi bien sûr qui paiera le coût des sanctions, mais de l'Ukraine qui ne pourra pas se reconstruire comme pays, où à un moment on essaie de trouver une solution. Et les Italiens ont fait ce que peut-être les Européens auraient dû faire depuis longtemps, c'est prendre un risque. Parce qu'évidemment, mettre un plan de paix sur la table, c'est s'exposer. Vous savez, quand on propose des plans de paix entre Israël et la Palestine, comme le font, évidemment, et on le met sur la table, et puis les gens disent, mais non, ça ne nous va pas. Bon. Mais c'est néanmoins une base qui permet de discuter. Et je trouve que là, les Italiens ont été courageux. Je vous propose d'écouter le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les négociations de paix, justement. Derrière les spéculations géopolitiques de ceux qui suggèrent à l'Ukraine de céder quelque chose à la Russie, il y a de grands politiciens qui refusent de rencontrer le peuple, les Ukrainiens ordinaires, qui vivent par millions dans les territoires qu'ils proposent d'échanger
pour une illusion de paix. Vous voyez l'idée, les Ukrainiens n'accepteront pas un plan de paix qui propose de céder des territoires comme la Crimée ou le Donbass définitivement à la Russie. Et inversement, on a entendu Moscou dire aujourd'hui il est hors de question qu'on accorde une autonomie à la Crimée et au Donbass sous souveraineté ukrainienne. Donc on a l'impression d'être dans une impasse. Oui, de toute façon, d'ailleurs, le plan de paix italien ne propose pas de céder ces territoires. Point numéro 1. Les Russes, bien sûr, sont dans une position ultra-offensive où ils considèrent, puisqu'ils ont déjà commencé à le faire à Kherson, et ils vont le faire dans d'autres territoires qu'ils ont conquis, ils veulent vouloir russifier ces territoires. On sait qu'ils ont déjà réintroduit le rouble, qu'ils octroient des passeports dans des conditions favorisées pour qu'il y ait le maximum d'Ukrainiens qui deviennent russes dans leur idée. C'est pour ça que plus la guerre dure, et plus il est difficile de trouver des conditions de règlement, puisqu'on commence à solidifier, à fossiliser des situations sur place. Moi, tout ça, ça me pousse au contraire à dire c'est le moment d'accélérer sur le plan diplomatique, qui, une fois de plus, est complémentaire du plan économique, les sanctions, et du plan militaire. Gilles Maintré, essayiste, le chancelier allemand Olaf Scholz en est convaincu, Poutine ne gagnera pas la guerre contre l'Ukraine. Ce sont ses propos au Forum économique mondial de Davos. Il s'agit de faire comprendre, dit-il à Poutine, qu'il ne pourra pas dicter la paix. On a quand même des propos qui sont pas forcément favorables à l'apaisement. Oui, enfin, si on veut être polémique, on pourrait dire que, on peut lire cette phrase en creux, Olaf Scholz aurait pu dire l'Ukraine va gagner la guerre, il a préféré dire la Russie ne va pas la gagner. Vous voyez ? Et c'est exactement cette logique-là, c'est que bien sûr qu'on est dans un soutien honnêtement infaillible à l'Ukraine, qui est un soutien massif militairement et économiquement, mais que pour autant, ce n'est pas faire injure aux Ukrainiens que de penser qu'une victoire de l'Ukraine qui permettrait de chasser tous les Russes du territoire ukrainien n'est probablement envisageable que dans un très long terme, qui a un coût humain et qui a un coût pour l'Ukraine elle-même, mais pour nous également, qui est probablement difficile à accepter. Donc d'avoir en parallèle une discussion pour savoir s'il y a des éléments, parce que évidemment, le règlement sera probablement autour de ces paramètres-là qui ne sont pas très différents de ceux des accords de Minsk. Puisque c'est les mêmes problèmes qui sont sur la table depuis maintenant 8 ans. Avançons conjointement sur les deux terrains. Gilles Maintré, essayiste, et Victor Chabert, journaliste politique Europe 1. On va marquer une courte pause. On revient dans un instant puisqu'on va parler avec vous, Victor Chabert notamment, d'Elisabeth Borne qui réunit demain le gouvernement à Matignon pour définir les feuilles de route des différents ministres et partager la méthode gouvernementale. La première ministre qui est décidément au travail ce week-end alors qu'Emmanuel Macron est au fort de Brégançon. A tout de suite.